Allez, c'est parti. Donc, bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va un petit peu revoir tout ce qu'on a vu sur les deux premières séances de cours ensemble. Donc, c'est-à-dire création d'une géométrie relativement simple, création d'un maillage également de manière simple, exécution d'un calcul en élasticité linéaire avec code Aster et des post-traitements qui sont associés à ce calcul voilà, sur des critères assez simples. Donc la vidéo risque d'être un peu longue parce qu'on va aller peut-être un peu plus en profondeur que ce qu'on a vu en cours, donc n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois ou mettre sur pause, revenir en arrière, voilà, pour bien comprendre les différentes étapes qui vous seront utiles dans la suite du cours et notamment dans le DM. Donc, eh bien, c'est parti. Donc, commençons directement avec une géométrie. Donc, pour cela, on va dans le module géométrie. Alors, première étape, déjà, qu'on va faire, comme ça au moins c'est fait, c'est qu'on va enregistrer l'étude. Ok. Donc, file, save as. On se met voilà, dans un dossier vidéo CFI, par exemple. Voilà. Et moi, je vais vidéo CFI. Donc là déjà, on va enregistrer donc l'étude. Donc quand je dis l'étude, c'est tout ce qu'on va faire dans les différents modules de la plateforme Salomé. Donc vous voyez qu'on enregistre sous un format .hdf. Ok, donc ça va enregistrer tout ce qu'on va faire dans le module géométrie, tout ce qu'on va faire dans le module SMesh, tout ce qu'on va faire également dans Raster Study et les post-traitements. Donc on enregistre ça. Voilà, donc ça au moins c'est fait, et de temps en temps on fera des sauvegardés pour enregistrer notre étude. Donc c'est parti pour la géométrie. Donc on va faire exactement la même technique qu'on a vue en cours, c'est-à-dire commencer la pièce par créer les points, ensuite donc les éléments 0D en fait, ensuite on fera les éléments 1D, donc les lignes, et on finira par la pièce en elle-même qui est une surface en 2D. Alors pour les points, donc on utilise l'outil point qui est ici sur l'interface, ou alors vous pouvez également le retrouver dans New Entity, Basic, Point. Vous voyez aussi qu'il y a les lignes, les cercles, les ellipses, enfin voilà, tout plein de choses. Donc nous c'est parti pour les points, donc pour les points. Donc on a une petite fenêtre qui s'ouvre. Toujours ce qu'on va vous demander en premier, c'est un nom à l'objet que vous cherchez à créer. Donc nous, on reprend la même chose qu'en cours, hein. Donc le premier point, c'est le point A, de coordonnées 0, 0, 0, on fait Apply. Quand on fait Apply, on voit que dans notre arbre des objets géométriques, il y a le point A qui s'est ajouté, et on voit que l'œil est coché à gauche, donc on peut visualiser ce point, et on le voit ici, c'est le petit point violet qui est là. Donc vous voyez également que dans l'arbre, en fait, il y avait déjà de base les vecteurs OX, EY, OZ et le point O de l'origine du repère. Donc en fait notre point A est confondu avec le point O. Donc techniquement on n'aurait même pas eu besoin à le créer, on aurait pu s'appuyer sur le point O. Mais pour l'exercice, on va tout recréer. Donc après le point A, on fait le point B, logique, qui a une distance en X de 100. Et on fait Apply. Donc on voit, avant de faire Apply, on voit qu'on a une prévisualisation ici, notre point est en violet. Si on fait Apply, voilà, notre point est bien créé dans l'arbre et on le voit à la suite de A, pardon. Ensuite, on crée le point C. Donc le point C, c'est de coordonnées 100, 100. Pareil, on voit la prévisualisation. Apply. Le point D, c'est celui qui est en haut de notre pièce, qui a pour coordonnées x 50 et y 150. Apply. Le point E qui est de coordonnées x 0, pardon, donc les gens vont le nommer, point E, voilà, et de coordonnées y 100. Apply. Voilà. Ensuite, donc là on a les points de notre contour, on se rappelle qu'on a besoin d'un point du centre du cercle. Donc on va l'appeler centre, et ses coordonnées sont 50,
j'espère ne pas me tromper, 50, 100. De toute façon, on voit la prévisualisation, on voit qu'il est bien au centre. Apply. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant, on va se limiter à ça. Close. Donc on a nos points. Alors, on voit que la visualisation, elle est en perspective. On va essayer de se mettre dans le plan. Voilà. Donc XY, et on voit nos différents points ABCD. On voit tous nos points et notre centre. Donc, une fois qu'on a fait ces points, eh bien on va créer des éléments 1D. Les éléments 1D, donc les lignes, on a l'outil ligne ici, ou également dans Basic, dans New Entity Basic, Line. Et là on peut créer les lines. Donc on va commencer par la ligne AB. Et alors là on peut directement sélectionner du coup le point A et le point B. Voilà, on voit la prévisualisation en violet, ligne AB, Apply. Ensuite, logiquement, on va faire L, BC. Donc il a déjà gardé le point B en mémoire, ça c'est bien. Il y a juste à cliquer sur le point C. On voit la ligne en prévisualisation, elle est bonne. On fait Apply. Ensuite, on voit qu'on a un arc de cercle. Donc là, on va pas pouvoir le faire avec cet outil. Donc on va laisser tomber. Mais par contre, on peut faire la dernière ligne, la ligne EA. L, E, A. Donc là, par contre, il faut changer le point de départ, qui est le point E cette fois, et le point A de la ligne d'arrivée, enfin du point d'arrivée. C'est notre dernière ligne à créer. On peut faire Apply and Close. On a nos trois lignes. Maintenant, il faut donc rajouter les deux arcs de cercle. Donc pour cela, on va dans New Entity, Basic, on a un arc. Voilà. Donc nous, on va pas faire un arc avec 3 points, mais on va utiliser un arc où on connaît le centre du cercle, le point de début et le point de fin. Donc notre arc, on va l'appeler arc, voilà, arc qui va donc du point C au point D, arc CD, voilà. Centre de l'arc, donc nous le centre c'est le point bas centre qu'on appelle centre. Le point de départ c'est le point C et le point d'arrivée c'est le point D. Donc là pareil, on voit la prévisualisation, ça nous plaît, on fait Apply. Maintenant, il va falloir faire le deuxième arc, l'arc DE. Donc, le centre, il faut le rechanger, c'est centre. Le point de départ, c'est le point D. Et le point d'arrivée, c'est le point E. La prévisualisation est bonne, on peut faire Apply and Close. Donc là, on voit déjà notre pièce qui se dessine, mais il nous manque maintenant le cercle, le trou au milieu de la pièce. Donc, eh bien, on va faire un cercle, New Entity Circle. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le centre du cercle, centre, le vecteur perpendiculaire au plan du cercle. Donc là, on va s'appuyer sur les 3 vecteurs qui sont déjà créés de base. Notre vecteur sortant, c'est bien le vecteur OZ. Et le rayon, on va mettre un rayon de, je sais plus combien on avait mis, rayon 10, on va mettre 10, je crois qu'on avait mis 10. Pour l'exemple, on va changer, on va mettre 20, voilà. Ou 15, allez, 15, voilà, 15. Et on va l'appeler, comment on peut l'appeler, trou, voilà. Je suis un peu en manque d'inspiration sur les noms, on va l'appeler trou. La prévisualisation nous semble correcte. Apply and Close. Donc, on a tous nos éléments 1D. Maintenant, il va falloir construire la pièce. Pour construire la pièce, on a vu en cours que l'on peut utiliser dans New Entity Build, on peut utiliser l'option Face pour créer directement une face. Donc là, on va
nommer notre pièce finale, donc on va l'appeler pièce. Voilà, pièce. Moi je vais l'appeler 1. Voilà, pièce 1. Donc on évite de mettre des accents, on évite de mettre des espaces, et voilà, et on évite de mettre des caractères un peu spéciaux. Pour tous les noms d'objets, en général, c'est bien de garder cette nomenclature en tête. Et donc là, nos objets, on voit que si on prend donc dans les objets l'ensemble de nos lignes, il va nous former une pièce pleine. Et maintenant, si on lui rajoute le trou, on voit que naturellement, en fait, il va construire la surface entre toutes les lignes extérieures et intérieures de notre pièce. Donc pour notre cas, c'est parfait, parce que du coup, il crée automatiquement le trou. Donc ben, on va faire ça, apply and close, et on voit que du coup, à la fin, on a bien notre pièce avec notre trou au centre, et c'est bien ce qu'on veut. Voilà. Et quand on fait apply and close, il désactive la visualisation de nos éléments de construction automatiquement, ce qui fait qu'on voit plus que l'objet final à l'écran. Et si on veut réafficher quelque chose, on peut le réafficher, voilà, en cliquant sur l'œil. Voilà, donc si on déplie l'objet pièce, on voit qu'à l'intérieur, on a des objets en rouge qui sont des objets de construction, en fait. C'est tous les objets qui nous ont servi à créer cette pièce, mais qui ne sont pas accessibles d'un point de vue groupe géométrique. Ok, donc pour l'instant, on n'a aucun groupe. Donc, comme on a vu, eh bien, il faut créer les groupes. Donc pour ça, on peut faire un clic droit sur notre pièce, Create Group, et on va définir des groupes qui vont nous servir dans le maillage, dans le calcul, dans le post-traitement, bref, dans toute l'étude qui va suivre. Donc nous, on se rappelle que sur notre pièce, on a besoin de la ligne d'encastrement qui est en bas, qui est la ligne AB. Donc on sélectionne l'objet ligne en haut, on sélectionne dans notre arbre l'objet AB, sauf que là, il nous dit que la sélection n'est pas ne fait pas partie de notre pièce finale. Bien. Bon, alors dans ce cas-là, on sélectionne la ligne directement sur l'interface graphique au centre. Donc on voit qu'à passer à la souris, ma ligne passe en bleu, je clique, elle passe en blanc, et quand elle passe en blanc, je peux cliquer sur Add, et ici j'ai le numéro logique qui correspond à ma ligne. Donc ce numéro est aléatoire, donc si vous n'avez pas le même numéro, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un numéro numérique attribué par la plateforme pour tous les objets géométriques que l'on va créer. Donc si vous n'avez pas créé les objets dans le même ordre que moi, il se peut que vous n'ayez pas le même numéro. Le tout, c'est que notre ligne soit en blanc et qu'il y ait un numéro inscrit ici. Donc, pour notre groupe, on va lui donner un nom. On va l'appeler... comment on va l'appeler? Ligne... Allez, ligne... bas. La ligne du bas. Voilà. Apply and close, parce que c'est la seule ligne dont on a besoin. Donc, naturellement, il a masqué notre pièce qu'on peut réactiver ici, et il a mis uniquement notre ligne en visualisation. Donc on voit qu'elle est bien blanche ici, c'est parfait. On a également besoin du point d'application de notre chargement, le fameux point D. Donc on refait clic droit, Create Group, et cette fois, au lieu de sélectionner ligne ici, on sélectionne les points. On va l'appeler point load, pour le point de chargement. On va sélectionner le point D en haut. Une fois qu'il est blanc, on fait Add. Pareil, un numéro, si vous n'avez pas le même, c'est pas grave. Et on fait Apply and Close. Et là, on a bien notre point et notre ligne. Donc, c'est parfait. Donc là, notre pièce géométrique, a priori, voilà, elle est terminée. Donc maintenant qu'elle est terminée, on n'oublie pas de sauvegarder, hein, les bons réflexes. Donc, save, et c'est enregistré. Alors, je vais vous montrer une autre méthode pour créer cette pièce un peu plus rapidement.
Ok, dans Salomé, il existe un outil qui s'appelle, dans New Entity Basic, et cet outil s'appelle un 2D Sketch. Ok, et on va voir ce qu'il peut faire. Donc, on repart de zéro, donc je cache tous mes objets géométriques, et on fait comme si on partait de zéro. Donc, New Entity Basic 2D Sketch. On met la fenêtre un peu de côté, et là on va pouvoir en fait créer directement dans une interface nos points et nos lignes à la suite. Donc on va voir. Alors, donc, absolute, donc on va commencer par créer un point. Donc le point A. Donc le point A de coordonnées 0, 0, il est déjà inscrit, on fait apply. Ensuite, on va créer un point, notre point B, donc de coordonnées 0, 100. On va faire apply. Et en fait, je me suis trompé de sens. En fait, je voulais. Donc là, en fait, j'ai pas créé le point B, j'ai créé le point E. J'ai inversé. Bon, c'est pas grave. On va faire la pièce dans l'autre sens. Voilà, on va faire la pièce de droite à gauche. Donc en fait, là, j'ai fait la ligne AE au lieu de AB. Donc maintenant, on va faire l'arc de cercle. Donc on change d'objet de construction géométrique. On crée l'arc de cercle ici. Donc voilà, on choisit ou center, j'ai un petit doute. Voilà, donc on choisit donc l'objet arc de cercle, on choisit le type point, absolute et center. On va voir pourquoi tout ça. Alors, les coordonnées, il nous demande x du centre, c'est 50. Ok, les coordonnées y du centre, c'est 100. Voilà. Et là, il nous donne les coordonnées xy finales de notre arc de cercle. Donc, vu qu'on commence au point E, on va lui donner les coordonnées du point D, qui sont en 50, 150. Et là, on voit la prévisualisation qui est correcte. Apply, et il construit au fur et à mesure notre pièce. Vous voyez, il fait les lignes au fur et à mesure. Donc là, on a un deuxième arc de cercle à faire. Donc les coordonnées du centre sont les mêmes, sauf que les coordonnées de fin, c'est juste ça qui change. En fait, en X, on a 100, et en Y, on a également 100. La prévisualisation nous semble correcte. On fait Apply. Il nous reste deux lignes à créer. Donc on revient sur notre objet ligne. On lui donne le point final. Donc là, c'est l'objet. Donc ça, c'est le vrai point B cette fois. Donc 100, 0. Apply. Et maintenant, en fait, vu qu'on a créé tous les points, on va lui dire de fermer la surface. Enfin, le contour, pas la surface, pardon. Et donc, on va faire close directement. Et donc là, on voit qu'on a un objet sketch qui contient toutes les lignes de notre les lignes extérieures de notre pièce. Donc il nous manque le trou. Donc bah là le trou c'est un peu comme tout à l'heure en fait. On va devoir faire le cercle. Sauf que effectivement on n'a pas le point du centre. Et on n'a pas fait le point du centre. Donc en fait, center point, on est obligé de créer au préalable le centre du cercle. Donc, on fait close. On rajoute un point. Le point. Alors moi, je vais pas le créer le point parce qu'en fait, je l'ai déjà créé tout à l'heure ici. Vous voyez? Donc on va pas le refaire. Mais normalement, si on partait de 0, je l'aurais pas, il faudrait le faire. Et en fait, moi, j'ai déjà le trou qui est déjà fait en réalité. Donc on va se réappuyer sur le même si, voilà, dans les faits, il aurait fallu le recréer.
Et donc après, admettons qu'on ait fait ce trou, on peut refaire exactement la même chose que tout à l'heure dans Build, Face. Donc cette fois, je vais l'appeler pièce 2. Et dans mes objets géométriques, je sélectionne Sketch et mon trou. Et là, ça marche pas. Ça marche pas parce que j'ai un doute que mon sketch ait été bien fermé en fait. Il faut que j'enlève, donc on va enlever l'axe. Ah voilà, ouais. Il n'a pas fermé le sketch. Ok. Parce que j'ai pas donné le dernier point. J'ai oublié parce que j'avais l'axe sur le milieu. C'est pas grave. Alors, clic droit, on le supprime. Ok, on masque mon trou. On va refaire un sketch. Donc je vais le faire un peu plus rapidement cette fois. Donc basique 2D sketch. Ok. Hop, je vais réafficher mes axes quand même. Voilà. C'est parti, donc 0, 0, apply. Cette fois, je vais, tant qu'à faire, le faire dans le bon sens. Avec les bonnes valeurs, c'est bien. Apply, voilà. 100. Toujours pas les bonnes valeurs. 100. Hop. Voilà, apply. Là, j'ai l'arc de cercle à faire. Center. Donc, comme ça vous permet de revoir les étapes. Y 150, ça c'est les coordonnées du centre. Le point final, on a dit que c'est le point D, donc en 50, 150. Là je me suis trompé, encore une fois, c'est 100. La prévisualisation est correcte. Apply. Le deuxième point, donc cette fois c'est bien le point E. Coordonnées en X 0, en Y 100. Apply. On repasse sur les lignes. On ferme par 0, 0. Et cette fois... Ah, mais tout à l'heure j'ai fait close. En fait, il fallait faire sketch closure. Voilà, c'est ça l'erreur que j'ai fait tout à l'heure. C'est que là, je lui dis bien de fermer le contour en fait. Voilà. Et donc là, cette fois, si on vérifie, si je cache mes axes, voilà, on a bien le contour entier qui est fermé. Je réaffiche mes axes. Et donc cette fois, si je fais New Entity Build Face, donc pièce 2, et que je sélectionne mon sketch et mon trou avec la touche CTRL, je récupère la même chose. Apply and close, j'ai bien la même chose. Et il faut que je refasse les groupes géométriques. Et là, du coup, on voit que dans les objets de construction, j'ai que le trou et le sketch. Là où tout à l'heure, j'avais tous mes objets 1D, enfin 0D, non 1D, oui, qui étaient créés plus le trou. Donc voilà, c'est une autre méthode pour créer plus rapidement cette pièce. Pour former des contours, en fait, le 2D sketch, c'est bien. Voilà. J'enregistre et maintenant on va passer au module de maillage. Donc dans SMesh, on va fermer ça. Alors dans SMesh, donc on a vu, là on va toujours pas détailler les algorithmes, ce qu'ils font, tout ça, on verra ça en cours. Et nous, ici, on va faire un maillage simple et on va partir de notre pièce numéro 1, celle dans laquelle j'ai mes groupes géométriques, donc ma ligne du bas et mon point de chargement. Donc je sélectionne ma pièce numéro 1, je vais dans Mesh, je fais Create Mesh, et là j'ai un tas d'options. Voilà, on va utiliser uniquement des options basiques pour l'instant et on vous montrera comment faire des choses beaucoup plus compliquées par la suite. Donc nous ici on va pas s'embêter, on va prendre un algorithme de maillage qui gère aussi bien, enfin qui fait en même temps l'algorithme 2D et l'algorithme 1D. J'ai pas cliqué.
NetGen, 1D, 2D, voilà. Les hypothèses, les options, pour l'instant on met rien du tout, on laisse tel quel. On va juste nommer notre maillage. On va l'appeler maillage P1 pour ma pièce numéro 1, voilà. Je fais apply and close. On voit que j'ai un petit triangle sur mon maillage, donc ça veut dire qu'il n'a pas été calculé ce maillage. Pour l'instant on lui a juste donné des hypothèses. Clic droit compute. Donc on voit qu'ici on a un petit résumé sur lequel on ne s'est pas encore attardé en cours. Vous voyez qu'il nous dit donc combien d'éléments il a créé. Donc par exemple ici on voit qu'on a 62 nœuds qui ont été créés dans notre maillage pour 28 edges. Voilà, on a le nombre de faces, et ces faces, on sait que ce sont des éléments triangulaires, et il y en a 96. Voilà. Les colonnes d'à côté nous disent si ce sont des éléments linéaires, des éléments quadratiques, ou des éléments voilà, biquadratiques. Bon, ça on verra un peu plus en détail plus tard sur ce que c'est. Donc ici on voit que notre maillage, en tout cas il n'y a pas d'erreur qui a été remontée, et il a créé un certain nombre de triangles. Et voici notre maillage. Donc pareil, on va se mettre de face. Voilà. Il est comme il est. On va dire que pour nous, pour l'instant, il nous convient. Donc, maintenant qu'on a notre maillage, alors déjà on peut faire sauvegarder, hein, on n'oublie pas les bons réflexes. On n'oublie pas qu'on doit lui rajouter des groupes. Donc, create group. Alors il y a deux options, comme create group tout court, et create group from geometry. Ça tombe bien, vu que nous on a créé notre groupe dans notre géométrie, on va utiliser directement cette option. Donc cette option nous ouvre une petite interface, et ici on va donc sélectionner les groupes dans notre géométrie, module géométrie, les groupes que l'on a déjà créés tout à l'heure. Il y en a deux, on les sélectionne, il les met automatiquement au bon endroit. Pour des groupes d'éléments, on fait apply and close. Alors, voilà, là on voit, en fait, il y a eu un petit problème. Je vais vous expliquer le petit problème. C'est que, ici, on voit qu'on a créé des groupes de edge, donc des groupes de lignes, en fait. Sauf que notre ligne du bas, déjà elle a été créée en double, je ne sais pas pourquoi. On peut en supprimer une. Ça, c'est certainement causé par le portage Windows. On vérifie qu'elle est bien. On la sélectionne. Alors là on la voit pas parce qu'il doit y avoir les axes. Voilà. Si on cache les axes, qu'on affiche notre ligne du bas, on voit qu'elle est bien blanche, donc c'est bien ce qui nous correspond. En revanche, notre élément 0D, il y a un petit point d'attention qui nous dit il y a eu un problème. Et j'arrive même pas à l'afficher. Alors en fait ça c'est causé, donc on va le supprimer. C'est causé parce que quand j'ai fait clic droit, je vais pas y arriver, clic droit, create group from geometry, en fait ici il nous crée des groupes d'éléments dans la case du haut et des groupes de nœuds dans la case du bas. Et nous, le point de chargement c'est bien un nœud ponctuel, donc en fait point load, il faut bien le mettre en groupe de nœuds. Et en fait là il faudrait, je sais même pas comment on l'enlève, on va le laisser, et on veut bien créer un groupe de nœuds. Apply. Alors, point load. Voilà, donc, alors, vu que je l'ai laissé dans Edge, forcément, il m'a créé un groupe qui ne correspond pas à ce que je veux. Donc ça, je le supprime. Groupe de Edge, j'ai toujours ma ligne du bas, ça c'est parfait. Et dans groupe de node, cette fois, j'ai bien mon point. Alors je l'ai en double parce qu'il y a la petite erreur qui persiste. Voilà, normalement peut-être que vous l'aurez pas en double, j'espère. En tout cas, ce qu'il faut au final, c'est bien avoir le point de chargement dans Group of Nodes et la ligne de charge, la ligne de condition limite sur Group of Edge. Et qu'il n'y ait pas de petit triangle devant. Donc là, si on l'affiche, on voit qu'on a bien notre point en haut. Et si on affiche notre ligne, on voit bien qu'on a notre ligne en bas. C'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Hop, on sauvegarde. Alors maintenant on va regarder 2-3 petites choses dans le maillage. Donc déjà, ce qu'on avait vu en cours, c'était l'aspect ratio.
Donc si on va dans measurement, alors non, c'est dans contrôle, volume, aspect ratio 3D. Ah, on a le aspect ratio 2D peut-être. Ah oui, aspect ratio. Donc nous on est en 2D, on va prendre le 2D. J'ai peut-être pas sélectionné mon maillage. Donc face aspect ratio, voilà. Donc il faut bien sélectionner le maillage en amont. On voit qu'on part de 1,02 et qu'on va jusqu'à 1,65. Donc nos éléments sont voilà, très peu étirés dans leur ensemble. Donc c'est parfait. Voilà. Donc on va juste regarder ça, c'est ce qu'on avait dit, il nous faut que l'aspect ratio ne dépasse pas idéalement les 10. Ok, là on est à 1,65, c'est parfait. En tout cas pour notre étude, pour notre maillage, c'est voilà ce qu'il nous faut. Donc une fois qu'on a regardé ça, on peut également, si on fait un clic droit sur notre maillage, Mesh Information, ici on retrouve les informations qu'on avait à la fin de la création du maillage quand on a fait Compute. Voilà, on retrouve ici nos éléments. Donc on a toujours 96 éléments triangulaires, on a toujours voilà, 124 éléments, un certain nombre de nœuds, etc. 62 nœuds, voilà. On retrouve nos éléments. On peut également, dans Element Info, chercher des coordonnées spéciales. Typiquement, si je veux un nœud, je voyais que le maillage, les nœuds passent en rouge. On peut aller les sélectionner. Et si je sélectionne mon point de chargement D en haut, on retrouve donc ces coordonnées. On a le numéro de ce nœud, numéro 3. On a les numéros des edges auquel il appartient, le numéro des faces auquel il appartient, et vu que c'est un nœud entre 3 triangles, on a bien 3 triangles qui lui sont associés, et voilà, on a quelques infos comme ça. On peut faire la même chose sur les éléments. Donc les éléments, cette fois, c'est les triangles directement. Donc si je prends un triangle au pif, dans mon maillage, on a son numéro, les coordonnées, le nombre de nœuds, voilà, qui sont associés à ce triangle. Donc ici, vu qu'on a bien un triangle, on a bien 3 nœuds, 3 sommets. La connectivité avec les autres triangles. Non, les nœuds, pardon, la connectivité des nœuds. La position dans le nombre, bon ça on s'en fiche. Le centre de gravité du triangle, la normale à ce triangle, et voilà, enfin on trouve plein de... l'aspect ratio, voilà, plein de... Donc si on veut regarder par exemple le triangle le plus qui comporte l'aspect ratio le plus grand, c'est celui qui était en rouge ici, on voit bien qu'on a bien un aspect ratio de 1,64 et les bananes. Voilà, on peut contrôler comme ça localement les choses. Bon. Une fois qu'on a terminé, on peut faire OK. Il y a une autre chose qu'on peut regarder, qui est intéressant dans un maillage, c'est de contrôler si on a des nœuds ou des points qui ne sont pas associés à notre maillage. Donc pour ça, si on va dans Control, qu'on va dans Node Control, on a une option Free Nodes. Si on clique dessus, on voit qu'on a un petit encart qui apparaît en bas ici, au centre, où il nous indique qu'on n'a pas de nœuds qui sont libres. C'est-à-dire qu'on a tous les nœuds qui ont été créés dans ce maillage appartiennent bien au maillage en fait. On n'a pas de nœuds isolés qui n'appartiennent à rien du tout. Voilà. Et ça, il faut faire attention. Parce que, bon, dans certains calculs, on a besoin d'avoir des nœuds isolés, mais ça, c'est des calculs très particuliers. Mais dans la plupart des calculs, en fait, avoir un nœud isolé qui n'appartient pas au maillage, voilà, ça va poser des problèmes ensuite dans le calcul. Donc, on peut contrôler ça comme ça. On peut également faire dans Control, Node Control, contrôler si on a des nœuds en double. Donc, pareil, il nous affiche Double Nodes égale à 0. Les nœuds en double, ça veut dire qu'on a des nœuds qui sont géométriquement confondus, donc qui sont spatialement au même endroit. Et ça, avoir des nœuds en double, pareil, dans certains calculs c'est utile, mais dans la majorité des calculs c'est dangereux d'avoir des nœuds en double. Donc cet outil nous permet de voir si le mailleur n'a pas créé des nœuds en double qui seraient problématiques pour la suite. Voilà. Alors, on va faire
quelque chose, c'est qu'on va essayer de rajouter des nœuds de groupes, créer des groupes de nœuds en fait ponctuellement, en admettant qu'on les a oubliés de les créer dans la géométrie. En fait, grâce à Create Nodes ici, il est possible de rajouter des groupes avec les nœuds qui ont été générés, les nœuds ou les éléments, ici on va faire des nœuds, qui ont été générés par le mailleur. Donc on va prendre un exemple, on va rajouter un point, le point P1 par exemple. Non, bah pardon, c'est pas dans maillage, là c'est dans maillage, le point P1, il faut le mettre ici, le nom du point. P1, on choisit bien l'outil Nodes, qui va bien récupérer les nœuds de notre maillage P1. On lui dit qu'on veut faire une sélection manuelle. Et par exemple, on va prendre ce nœud-là. Pouf, ce nœud-là, on le sélectionne, on fait Add, et on fait Apply and Close. Donc on voit qu'on a créé un nœud P1 qu'on peut visualiser en haut. Et il a un triangle. Je pense que le triangle d'attention, c'est parce qu'il faut faire Clear and Compute. Non. Alors là, bon, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est un groupe de nœuds et qu'il n'aime pas les groupes de nœuds. Ah, il l'a pas créé. Il ne l'a pas créé. Je vais recommencer. Create Group. On va l'appeler P2. On va lui changer son petit nom. Sélection manuelle. Add. Non, je ne l'ai pas sélectionné. Je vais en prendre une autre pour voir. Alors, Group on Geometry. Standard Group on Filter. Non, ouais, c'est bien ça qu'il faut faire. Groupe P1, ok. Apply and Close. Ah, il veut pas les faire sur cette version. Ok. Bon. Clear and Compute. Non. Bon, tant pis. Ça doit être problème de version encore, parce que normalement on peut le faire. Bon. On oublie cette option. Les groupes de géométrie, les groupes de nœuds et les groupes d'éléments, il faut bien les créer dans la géométrie. C'est la version la plus sûre. De toute façon, c'est la version la plus sûre, effectivement, parce que le mailleur, a priori, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va mettre les nœuds, même si on peut le forcer. Donc c'est bien de créer les groupes géométriques à partir de la géométrie, comme ça on est sûr de leurs coordonnées, on est sûr qu'on les a bien positionnés là où on veut qu'ils soient positionnés. Alors que le mailleur, en tout cas tel que l'on a construit le maillage, c'est-à-dire avec des hypothèses par défaut, sans contrainte, on ne sait pas où il va mettre les nœuds. Donc c'est dangereux. Voilà, donc on re-sauvegarde, et on a bien créé notre maillage. Alors notre maillage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exporter. Maillage P1, clic droit, export au format MED, et on va le mettre, voilà, donc dans le même dossier, maillage P1, on va lui laisser le petit nom, et on va faire save. Voilà, comme ça on l'a sauvegardé en fichier, et en plus de l'avoir enregistré ici dans l'interface. Maintenant qu'on a fait ça, on va lancer AsterStudy donc pour lancer le calcul. Alors j'espère que ça va marcher parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lancé ici sur cette machine. Moi je suis comme vous, là je suis en portage Windows. Donc on prend la version stable de Codeaster. Ça a l'air de fonctionner. Donc, première étape, current case, clic droit, add stage. Ça veut dire ajouter une étape de calcul. Nous, dans notre cas, on va avoir qu'une seule étape de calcul, parce qu'on va faire tout le calcul dans une seule étape. Dans des calculs plus compliqués, on peut rajouter plusieurs étapes. Donc, eh bien c'est parti, on va refaire le calcul comme on a vu en cours. Donc première étape, si vous vous souvenez bien, c'est récupérer le maillage. Donc dans la section Mesh, on va récupérer la commande lire maillage. Donc il nous ouvre la commande
lire maillage. Donc on va essayer de prendre pour habitude de nommer tous nos concepts que l'on crée. Donc vu que je crée un concept de maillage, je vais l'appeler maille. Alors petite subtilité, il ne faut pas que les noms des concepts que vous allez écrire ici dépassent les 8 caractères. C'est voilà, c'est une règle de code Aster, ça date du Fortran, pour l'instant elle est conservée. Sachez juste que voilà, il ne faut pas dépasser 8 caractères. Donc moi je vais l'appeler maille. Alors, donc là, par défaut, il me propose le maillage que j'ai créé dans SMesh. Donc vous voyez que c'est bien de le nommer, parce que si j'en ai plusieurs, c'est pratique de s'y retrouver. Dans le cas où il ne vous le propose pas, on peut sélectionner directement le fichier maillage grâce aux 3 petits points qui sont là. On va le faire. Et nous, on va ouvrir donc le maillage p1.med que j'ai créé juste avant. Voilà, je l'ouvre, donc automatiquement il me sélectionne le format med. Et on voit que le maillage s'affiche à l'écran. Donc une fois que c'est bon, je fais apply et OK. Et on voit que d'une part mon maillage est bien affiché à l'écran, et de deux que ma commande elle est bien écrite en bleu. Donc c'est signe que je n'ai pas oublié quelque chose. Une fois que j'ai mon maillage, j'ai besoin de lui affecter les supports éléments finis que je vais avoir besoin pour mon calcul. Donc on reclique sur Stage 1 et on va utiliser la commande affect_model pour affecter un modèle, une modélisation. Donc dans la commande, on va essayer pareil de la nommer comme j'ai envie. Donc moi je vais l'appeler mode méca pour mon modèle mécanique, puisqu'on va faire de la mécanique. Donc automatiquement il m'a sélectionné mon maillage. Vous voyez que maillage, j'ai une astérisque rouge à côté, donc ça veut dire que c'est obligatoire, et automatiquement il m'a sélectionné mon maillage parce que j'en ai qu'un. Si j'en avais eu plusieurs, il aurait fallu que je sélectionne le bon maillage qui me convient ici. Ensuite il me dit ici que je dois sélectionner au moins l'une de ces options qui me sont proposées en dessous. Nous on va bien faire, on ne fait pas de sous-structuration ici, donc on utilise l'option d'affectation classique. Dans l'affectation, je lui rajoute une affectation que j'édite, et donc la modélisation que je veux créer ici, je vais l'appliquer à tous les éléments de mon maillage. Donc tout égale oui. Peut-être que vous avez la traduction anglaise. Moi j'ai les traductions, enfin j'ai les vraies commandes Aster, donc c'est une option qui est cachée, je sais plus où. J'essaierai de la retrouver. Donc tout égale oui. Phénomène. Nous, alors on a 3 phénomènes dans code Aster. Nous on fait de la mécanique ici. On choisit donc logiquement mécanique. Vu qu'on est en 2D et vu qu'on va faire un calcul relativement simple, on va utiliser la modélisation des plans. Donc soit on la cherche là-dedans, c'est peut-être un peu long parfois, ou alors on peut commencer à l'écrire ici. D underscore plan, on voit qu'il me la propose, je fais entrer, elle est choisie. Je fais OK, apply, OK. Mon modèle est bien affecté à l'ensemble de mon maillage, et si je clique sur affect modèle, en dessous de toute façon je vois le récapitulatif de ma commande. Donc affect modèle, modélisation des plans du phénomène mécanique appliqué à tous les éléments. C'est parfait. Maintenant que j'ai mes supports éléments finis, je vais avoir besoin de définir des matériaux. Donc je vais dans la section matériel et je dois définir des matériaux. Donc on récupère la commande défi matériaux. Alors où est-ce qu'elle se cache? Défi, non. Défi matériaux, voilà. Alors cette commande est un peu longue à charger, même si là ça a été rapide, parce qu'elle contient un catalogue important de lois de comportement pour les matériaux. Parce qu'en fait ici, ce que l'on va choisir, c'est on crée pas simplement un matériau, on lui crée également, enfin on lui donne les propriétés matériaux pour les futurs
calcul que l'on va réaliser. Donc en réalité, on va quand même choisir un petit peu déjà ici la loi de comportement que l'on va utiliser dans notre calcul. Donc pour nous, vu qu'on fait du basique, du simple, alors première étape, on va nommer ce matériau. Donc nous, on va prendre de l'acier classique, acier. Je vais le noter en minuscule parce que j'ai tout noté en minuscule jusqu'à présent, acier. Et on va donc choisir hélas pour élastique. Ou dans votre cas, ça sera peut-être écrit linéaire, isotropique, élastique. Donc voilà, donc nous c'est de l'élasticité linéaire isotrope que l'on prend comme loi de comportement. Donc la loi de comportement la plus basique voilà, pour l'élasticité linéaire. On la sélectionne, on édite, et donc là-dedans, il nous demande quelques propriétés mécaniques. Obligatoirement, on doit lui renseigner E pour le module du Young, et nu, le coefficient de Poisson. Après, on pourrait lui rajouter d'autres propriétés si on en avait besoin dans notre calcul. Ici, vu qu'on ne va pas se servir, enfin, vu qu'on va faire de l'élasticité linéaire classique, on n'a pas besoin d'autres propriétés, comme la masse volumique, le coefficient de dilatation thermique, etc., etc. Donc, dans le module du Young, on lui donne 210 000. Pourquoi 210 000? Parce que le module Young de l'acier, classiquement, c'est 210 000 gigapascal, mégapascal, pardon, 210 000 mégapascal, ou 210 gigapascal. Et étant donné qu'on a créé notre maillage en millimètres, parce qu'on a défini une largeur qui fait 100 et une hauteur qui fait 150. Notre pièce ne fait pas 150 mètres de long, on considère que c'est des millimètres, donc 100 mm par 150 mm. Et étant donné qu'on est en millimètres, il faut que nos unités de pascal soient converties en mégapascal pour que les systèmes d'unités soient cohérents. Donc 210 000 mégapascal, on marque uniquement 210 000. Et coefficient de Poisson, 0.3, vu que c'est adimensionnel, là, il n'y a pas de débat. OK. Apply, OK. Voilà, donc j'ai mon matériau acier, c'est bleu, tout va bien. Pour l'instant, on a juste créé le matériau. On ne l'a pas affecté topologiquement à notre pièce. Donc, c'est ce qu'on va devoir faire maintenant, encore une fois, dans l'onglet matériel. On choisit la commande affect matériaux pour affectation des matériaux. Alors, il nous demande, alors déjà, on va lui donner un nom déjà. Donc, moi je vais l'appeler chmat pour champ de matériaux. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, il nous demande au moins l'une de ces deux options, soit le maillage, soit le modèle. Dans notre cas ici, vu qu'on n'a qu'un maillage et qu'un modèle, c'est pareil. Bon, choisissez tout de même par défaut le modèle, puisqu'il contient les supports éléments finis. C'est un peu plus complet que le maillage uniquement, mais en soi, c'est exactement la même chose, dans notre cas. Donc le modèle, on n'en a qu'un, il nous le sélectionne. Dans affectation, on lui rajoute une ligne, on l'édite. Et étant donné que nous, on n'a qu'un seul matériau sur tout l'ensemble de nos pièces, on va cocher tout égale oui. Et le matériau, eh bien, on lui rajoute l'acier. Il n'y en a qu'un, il nous le propose par défaut. Donc on affecte l'acier sur tous les éléments de notre maillage. OK, apply, OK. Notre commande est en bleu, notre matériau est bien créé. Une fois qu'on a donc le maillage, les supports éléments finis, les matériaux, il va nous manquer les conditions limites et les chargements. Donc, on a une section pour ça qui s'appelle BC and Loads, donc Boundary Conditions and Loads. Et là-dedans, on va trouver plein de commandes, dont affechar ciné, pour affectation des chargements cinématiques. On va créer dans cette commande uniquement la condition limite d'encastrement. Donc je l'appelle encasse. Et on a différentes options. Ici, on va lui appliquer mécanique impôt. Donc je vais lui imposer une condition limite mécanique. Je lui rajoute une ligne, je l'édite. Et là-dedans,
Donc, on va surtout pas faire tout égale oui, sinon ça voudrait dire qu'on applique une condition limite à tous les nœuds de notre maillage, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous on veut sélectionner un groupe, une ligne. Donc en réalité une ligne est composée de plusieurs éléments de maillage. Donc groupe de mâts, c'est bien groupe de mailles, ok, à la différence avec groupe de nœuds, groupe de nœuds, c'est un groupe qui contient uniquement des nœuds de maillage. Sauf que nous on veut que l'on encastre toute la ligne du bas. Alors dans notre cas ici, ça n'aurait pas d'influence de faire groupe de mailles et groupe de nœuds, mais en fait on n'a pas créé le groupe de nœuds contenant les nœuds de la ligne du bas, on a créé que la ligne d'éléments du bas. Donc nous on va dans groupe de mailles, et ici il nous propose tous les groupes de mailles que l'on a créés dans notre maillage, et on n'en a qu'un. Donc c'est bien, c'est la ligne du bas, on la coche, on voit qu'elle est en surbrillance jaune avec le maillage par-dessus. C'est ce qu'il nous faut, on fait OK. Maintenant qu'on a sélectionné notre zone topologique d'application du chargement, on va lui appliquer donc les conditions que l'on veut choisir. Donc on a plein de choses, vous voyez, plein de choses. Donc on va pas tous les détailler ici, sachez juste que dx, dy, dz, c'est pour le déplacement en x, en y et en z. Nous, étant donné qu'on a sélectionné dans AFE modèle une modélisation des plans, automatiquement le code de calcul c'est qu'on va faire un calcul dans le plan, c'est-à-dire que la troisième composante va automatiquement être annulée en fait, on n'a pas besoin de la renseigner. Si on avait une modélisation 3D, en revanche, il aurait fallu potentiellement lui appliquer un DZ. Mais nous, ici, on n'a pas besoin. Donc vu qu'on va faire de l'encastrement, on fait dx égale à 0, dy égale à 0, et on va également bloquer les degrés de rotation. Donc drx pour les degrés de rotation en x, 0, et dry, hop, 0 également. Donc on bloque ces 4 degrés de liberté. On fait OK. Automatiquement dans notre commande on voit qu'il a sélectionné le bon modèle puisqu'on n'en a qu'un, donc parfait. Il y avait l'astérisque rouge mais il l'a rempli automatiquement. On fait Apply et on fait OK. Et on voit que dans mon arbre il m'a bien créé mon chargement ou ma condition limite d'encastrement. Et bien maintenant il nous faut donc le chargement. Donc dans chargement on retourne dans Boundary Condition and Load. Et on va chercher la commande affechar mecha cette fois. On ne prend plus affechar ciné. On vous expliquera la différence en cours. Sachez juste que là, il nous faut affechar mecha pour affectation d'un chargement mécanique. Donc, on va lui donner un petit nom. On va l'appeler comment? On va l'appeler traction. Traction. Voilà. Ou track. Allez, track. Pour faire plus court. Donc là pareil, plein d'options de chargement, on en détaillera certaines en cours, pas toutes. Sachez juste qu'ici on va lui appliquer un déplacement imposé. Donc pour ça il y a l'option DDL impôt. Peut-être que vous ce sera quelque chose comme enforce degree of freedom, quelque chose comme ça. Ou Enforce, EOF, quelque chose comme ça. Ouais. Donc DDL impôt pour degré de liberté imposé. On lui rajoute une ligne en edit. Donc comme tout à l'heure, il faut qu'on choisisse une zone topologique sur laquelle on veut appliquer notre chargement. Cette fois, notre chargement il est appliqué sur un point. Donc c'est bien groupe de nœuds qu'on doit sélectionner, edit. Et là-dedans, on a bien notre point load qu'on a créé tout à l'heure dans le maillage ou dans la géométrie, et on voit que c'est bien notre point D qui est tout en haut. On le sélectionne, on fait OK, et on va donc appliquer un déplacement selon l'axe Y qui est vers le haut, donc DY, et on va lui dire 10 mm de déplacement imposé. Donc déjà déjà si vous réfléchissez, vous voyez qu'on applique 10 mm de déplacement imposé en un seul point, ce qui n'est déjà pas très physique, mais bon, c'est pour l'exemple.
Et sachant que notre pièce fait à peu près, enfin elle fait 150 mm de hauteur. Donc on lui applique une forte déformation par rapport à ses dimensions. Donc on sait déjà que on va générer beaucoup de contraintes à l'intérieur de cette pièce. Donc dy égale 10 mm, on a sélectionné notre point, on fait OK, on fait Apply, on refait OK, et là on a nos deux chargements, on a nos matériaux, on a notre modélisation, on a notre maillage, on a tout ce qu'il faut, donc il n'y a plus qu'à lancer le calcul. Donc dans Analysis, on va choisir donc notre solver mécanique, alors qui s'appelle Mecha Statique. Voilà. Plus tard, on verra stat non linéaire pour les calculs non linéaires. Ici, Mecha Statique, donc pour tout ce qui est calcul statique. Alors, Mecha Statique, comme d'habitude, on lui donne un nom. Résu Mecha. Allez, je l'appelle Résu Mecha. Donc, première étape, on doit choisir au moins l'une de ces options. Donc, nous, champ matériaux ou caractéristiques d'éléments. Ici, on n'a pas de caractéristiques d'éléments finis. On verra plus tard à quoi ça correspond. Ici, on a bien défini un champ matériaux. Et notre champ matériaux qu'on a défini, c'est pour ça que je l'ai appelé CHMAT tout à l'heure, c'est que c'est bien un champ matériaux de notre matériau acier appliqué sur tout le maillage. Et vu qu'on en a qu'un, eh bien il nous en propose qu'un, donc c'est parfait. Donc on a notre champ matériaux. Notre modèle, ben, pareil, vu qu'on en a qu'un, il a automatiquement sélectionné. Donc c'est parfait. Ensuite, on a plein d'options. Notamment une qui nous intéresse ici, c'est Exit. Exit, c'est pour les excitations ou pour les chargements et conditions limites de notre calcul élément fini qui nous intéresse ici. Donc nous, on a deux chargements, donc on va lui rajouter deux lignes. Donc la première, c'est notre chargement d'encastrement, on lui dit encastrement, et c'est tout. On n'a pas besoin des autres options qu'on vous expliquera plus tard. Et on lui rajoute une deuxième ligne avec l'attraction. Et voilà, on a nos deux chargements. On n'a pas besoin de lui donner d'autres informations, puisque ici, on lui a déjà donné le modèle, le champ matériaux et les chargements. Il n'a pas besoin d'en savoir plus. Apply. OK. Donc là, techniquement, on a réalisé un fichier de commande qui va nous exécuter le calcul en entier en élasticité linéaire. Par défaut, Mecha Statique va nous sortir les déplacements donc calculés au nœud et les contraintes calculées au point de Gauss. Nous, on va lui demander de sortir quelque chose en plus. Donc pour cela, on va aller dans Output et on va choisir la commande. Alors c'est peut-être pas dans Output, la commande calcul. D'ailleurs, tiens, on va faire quelque chose, c'est que je vais chercher ma commande. Ici, vous voyez que dans cette espèce d'onglet là, avec les deux accolades, on peut lui dire de chercher toutes les commandes. Ici, vous avez donc le catalogue de toutes les commandes Aster, avec une barre de recherche en haut. Ici, moi je connais la commande, donc je la cherche directement, donc je cherche quelques champs. Et on voit qu'elle était dans Post-Processing, elle n'était pas dans Output, donc je me suis trompé. Donc je la prends, et si je double-clique, normalement, il me l'ouvre, voilà, à la suite. Donc quelques champs. Alors, quelques champs, en réalité, je vais m'en servir pour calculer un nouveau champ et l'ajouter au calcul, voilà, au champ déjà présent dans le calcul. Donc pour cela, en fait, il faut cocher la petite case ici pour lui dire, voilà, d'enrichir le concept de résultat précédent. Vous voyez que du fait que je lui demande d'enrichir ce résultat, je ne peux plus lui donner un nom, parce que du coup, ça voudrait dire que je crée un concept différent. Or, ici, en cochant la case,
je lui demande de ne pas me créer un concept résultat supplémentaire, mais bien d'ajouter ce que je veux lui demander au résultat précédent. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de lui donner un nom. Et donc moi, je veux lui demander de calculer dans les critères, je veux qu'il me calcule des contraintes équivalentes de von Mises et de Tresca. Donc il y a un champ qui s'appelle... Alors, il faudrait que je... Est-ce que je peux écrire SIEC pour SIEC pour SI contrainte, EC équivalente. Et nous, on va les regarder. SIEC, on va prendre SIEC nœud. Voilà. Je sais plus ce que David vous avez montré en cours. Nous, on va prendre SIEC nœud. On vous expliquera la différence entre les champs LGA, les champs LNO et les champs nœud. C'est très important de comprendre d'ailleurs. Mais ici, on va juste prendre les contraintes équivalentes calculées au nœud et on va lui demander des contraintes. Je crois qu'on avait regardé sigma pour les contraintes également au nœud. Voilà, donc on va lui faire calculer ces deux champs supplémentaires. Vous voyez qu'on peut lui faire calculer des déformations, des énergies, des variables internes et plein de choses. Plein de choses. Donc nous on va se contenter de ces deux choses. Ok. Notre commande est en bleu, tout va bien. Maintenant qu'on a fait ça, techniquement on pourrait lancer le calcul, mais on va rajouter une dernière étape, ça va être d'imprimer au format MED notre résultat. Sinon il va être stocké uniquement dans la plateforme, et nous on veut créer un fichier de résultat. Donc cette fois c'est bien dans Output, et on va lui demander la commande impr resu. Facile pour impr résultat, pour imprimer les résultats. Donc ça, vu que c'est une commande d'exécution, on n'a pas besoin de lui donner de nom, puisqu'en fait elle va faire une action et pas rajouter une étape dans notre calcul en fait. Donc je clique sur les trois petits points. J'arrive dans mon fichier, dans mon dossier de tout à l'heure, et je vais l'appeler mon premier calcul méca. Voilà. Premier calcul méca. Voilà. Et donc dans ce résultat, je dois lui dire qu'est-ce que je veux enregistrer. Parce qu'on pourrait avoir plein de calculs réalisés et ne pas vouloir sauvegarder tout. Donc dans Résu, vous voyez qu'il y a l'astérisque rouge, donc c'est obligatoire. Je lui rajoute une ligne. Et là-dedans, je lui dis, eh bien en fait, on peut lui demander d'imprimer un maillage, d'imprimer un champ, qu'on aura créé par exemple, mais moi je vais lui dire non, tu me sauvegardes tout le résultat. Et on va prendre le calque champ. Le calque champ, c'est le résultat qui a été enrichi par ce qu'on lui a demandé de rajouter en plus. Donc je veux que tu m'imprimes ce résultat qui contiendra également les résultats du méca statique. Ok, on est bon, apply, ok. Bien, maintenant cette fois on a vraiment toutes les étapes pour créer le calcul, on enregistre, et on va lancer le calcul. Donc le calcul c'est dans la fenêtre historique à gauche, on a notre current case que l'on doit sélectionner. Quand on clique dessus, on voit qu'on a, donc dans la fenêtre du milieu, on a nos fichiers d'entrée et de sortie. Donc on voit bien qu'en entrée, on a un maillage p1.med, in pour input, donc c'est bien notre fichier d'entrée qu'on se sert dans notre calcul. En output, on a bien donc le fichier résultat qu'on vient juste de lui demander de créer. Pour l'instant, il n'existe pas parce qu'on n'a pas lancé le calcul, mais on voit qu'il va me sortir un fichier .med en sortie. Donc là-dedans, dans la fenêtre d'en bas, on peut donner un nom à notre calcul, dans l'exécution du calcul. Bon, moi je vais laisser le calcul de base. Vous voyez qu'on peut lui adjoindre lui allouer des ressources informatiques. Par défaut, on va lui demander de me réserver 2 Go de RAM pour mon calcul. Alors ici, on est sur un calcul relativement simple avec pas beaucoup d'éléments. En fait, 2 Go de RAM, c'est beaucoup trop. On pourrait lui demander uniquement 1 Go, voire même 512 en fait.
Donc vous voyez que si jamais votre calcul ne passe pas sur votre machine, peut-être que ça vient de la demande d'allocation mémoire qui est trop importante. Parce qu'il faut que, au moment de l'exécution du calcul, potentiellement il reste 2 Go de libre sur votre système. Donc si vous avez des erreurs de mémoire dépassées, peut-être lui demander de réduire l'allocation mémoire. On peut lui adjoindre aussi un temps de calcul. Ça c'est important si on se retrouve dans des cas où on a mal programmé notre calcul, on se retrouve dans une boucle infinie ou dans quelque chose qui dure beaucoup trop longtemps par rapport à ce qu'on s'attend, eh bien le calcul se stoppera automatiquement, ici dans ce cas-là, à 15 minutes en fait. Donc pour nous, 15 minutes c'est largement suffisant parce que notre calcul va durer vraiment quelques secondes, enfin tout dépend de vos machines, mais voilà, au maximum 2-3 minutes. Donc ici 15 minutes on est large, mais c'est une barrière de sécurité au cas où que quelque chose se passe mal, au cas où que le calcul plante, et par exemple si on lance le calcul sur des clusters de calcul partagés avec d'autres utilisateurs, de ne pas monopoliser les nœuds de calcul alors que notre calcul en fait il a planté. Donc ça c'est la barrière de sécurité pour dire que au-delà de ce temps là tu me stoppes le calcul et on s'arrête là. Run serveur, donc là c'est pour le lancer sur des clusters ou en local. Bon ben moi ici je n'ai pas accès au serveur, donc je lance que en local, donc local ça veut dire sur ma machine, et je peux choisir des versions de Codaster. Dans ma plateforme Salomé que moi j'ai, je n'ai que 2 versions qui sont préinstallées, la stable et la unstable. La unstable, c'est la stable auquel on a rajouté des développements mais qui n'ont pas encore été qualifiés en fait. C'est un peu la version de développement de Codaster. Donc, nous, on va se mettre sur la version stable. Et voilà. Dans le cas de calcul parallèle, on pourrait lui donner également le nombre de CPU sur lequel on veut lancer notre calcul. Ici, nous, c'est un calcul séquentiel. On n'a pas défini de quoi faire des calculs parallèles. Et de toute façon, il faut une version de Codaster en parallèle qui n'est pas disponible ici par défaut. Donc, on n'a qu'un seul nœud. Une fois qu'on a fait ça, que tout nous convient, on clique sur le petit plus ici pour l'ajouter, on a le petit drapeau jaune qui s'allume et ensuite on fait run. Notre calcul se lance, on va lui demander de faire un refresh automatique toutes les 5 secondes et en réalité on voit que notre calcul est déjà terminé. Donc le rond vert veut dire que le calcul s'est bien passé, ça ne veut pas forcément dire que les résultats qui sortent sont justes, rappelez-vous, mais juste que l'enchaînement de commandes qu'on lui a demandé est correct. En tout cas, tout s'est bien passé. On va regarder, on va cliquer ici et lui demander de regarder le fichier message. Le fichier message, c'est le fichier qui recense toute l'exécution de notre code. Donc, par exemple, là en préambule, on va retrouver un petit peu les informations du code, les versions, etc. Si on lui a demandé des versions MPI, etc. Voilà, plein de choses. Et ici, par exemple, on voit maille, lire maillage, c'est notre commande de lecture de maillage. Donc ça, c'est les informations qu'on lui a demandées dans notre commande. Et ensuite, on a l'exécution. Donc on voit qu'il a bien lu notre maillage qui contient 62 nœuds, 124 mailles, réparties en 28 mailles de type segment à 2 nœuds et 96 triangles à 3 nœuds. Ensuite on a un groupe de nœuds, donc notre point du haut, il a détecté qu'il y avait eu un groupe de mailles de notre ligne du bas, donc c'est parfait. Et on passe à la commande suivante. Donc affectation du modèle, donc ça c'est important de regarder ça parce qu'on voit que du coup dans la modélisation des plans ici on lui a demandé l'affectation des 96 triangles et que tout s'est bien passé. Voilà, donc on voit que tous nos éléments ont été affectés à la modélisation, donc c'est parfait. Ensuite, défi matériaux, bon, on a créé notre matériau. Affectation du matériau, on l'a affecté une zone topologique. Afficheur ciné, pardon, on a bien affecté nos degrés de liberté égal à 0 donc pour l'encastrement. L'affectation du chargement mécanique, où on voit bien que l'on lui a demandé un DY de 10 appliqué au point du haut. Notre calcul, donc notre commande de calcul. Voilà, donc ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est que tout s'est exécuté très rapidement en fait. C'est tellement rapide que
on voit quasiment rien, mais par contre ce qu'on voit, c'est que notre matrice, elle est de taille 126 équations, qu'elle contient 825 termes non nuls, et qu'elle est symétrique. Donc bon, ça, tout va bien. Et 1500 termes non nuls si elle n'est pas symétrique. Ouais, bon, bah nous, elle est symétrique. Donc on a le taux de remplissage de la matrice. Et après on a les temps d'exécution, mais ici en fait vu que c'est un calcul tellement simple, en fait on voit rien. Ensuite notre commande quelques champs, elle s'est bien passée, l'impression des résultats, et ensuite voilà le récapitulatif de tous les objets que l'on a créés. Donc en fait si vous allez avoir une erreur qui va se passer dans votre calcul, c'est dans ce fichier que vous allez avoir l'erreur. Vous voyez ici, je n'ai pas d'alarme qui a été levée, enfin je n'ai pas d'erreur qui a été levée, mais si vous avez un rond rouge ici, regardez dans le fichier message, normalement il va vous indiquer une erreur dans la commande qui s'est mal passée. Et donc en fonction de l'erreur, ça devrait vous mettre sur la voie pour la corriger. Donc notre calcul s'est bien passé, on va faire quelques post-traitements maintenant pour regarder nos résultats. Donc on a notre fichier output ici de résultats, on va lui faire un clic droit et on va aller dans l'option post-traitement, post-process. Donc là on va charger un nouveau module que l'on a vu en cours avec une interface simplifiée. Donc voici notre pièce. Est-ce qu'on peut l'orienter facilement? Je sais pas trop ce que j'ai fait là. Ah oui. Ah ok, donc non. Voilà. Ça c'est donc les trois onglets pour manipuler notre visualisation. Donc on voit déjà qu'il a tracé, l'a déformé tout seul. C'est-à-dire qu'on voit en gris derrière notre pièce d'origine, et ici vous voyez notre pièce en couleur, c'est la version déformée avec un scale factor de 0,75. Donc il a même diminué la déformée tellement qu'on a appliqué un chargement important. Donc sur la fenêtre de gauche on retrouve tous les champs de résultats que l'on a demandé au calcul de nous sortir. Donc le champ par défaut c'est le champ de déplacement, donc si on va dessus, champ de déplacement, on peut lui demander d'afficher les déplacements en X et les déplacements en Y. Donc on voit bien que par exemple pour les déplacements en Y, on voit bien que notre ligne du bas ne s'est pas déplacée en Y, ça tombe bien puisqu'on lui avait demandé un encastrement, donc c'est rassurant. En revanche, on voit bien que sur le point d'en haut, c'est le point qui se déplace le plus. Là aussi, ça tombe bien, c'est là où on avait appliqué notre chargement de 10 mm. Et d'ailleurs, sur l'échelle, on retrouve bien 10 mm à droite sur l'amplification, enfin sur notre chargement. Ensuite, on peut regarder par exemple les contraintes équivalentes au nœud. Donc on fait un double clic sur le champ. Composante, on a plein de composantes dans ce champ et on va regarder nous par exemple la composante Vmis pour von Mises. Et voilà, on a du coup la contrainte de von Mises calculée ici à 3 à 10 puissance 4. Donc ça fait 30 10 puissance 3, donc 30 000, mais rappelez-vous, on est en mégapascal, donc 30 000 mégapascal. Voilà. Au point le plus haut, donc en tout cas le point proche d'en haut. Si on veut lui rajouter le maillage, on peut faire Show As, clic droit donc sur la visualisation Show As, et les surfaces avec le maillage. Et on voit qu'on a en plus de la visualisation colorimétrique, on a le maillage dessus. Donc ça nous permet aussi de voir un petit peu à quoi ressemble notre maillage par rapport au champ qu'on est en train de regarder. Voilà.
Sur le champ signe, on peut regarder donc des contraintes. Donc les contraintes directement projetées selon les axes. Donc XX, YY par exemple. Voilà. Donc on voit bien qu'on a la traction par exemple sur les deux bords du cercle. Et on a bien de la compression projetée selon Y en tout cas sur les deux bords opposés. On peut regarder sigma XX, et là on voit bien cet effet de compression en haut et en bas. Et voilà. Et on ira un peu plus loin dans le cours. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà très très longue. N'hésitez pas donc à refaire ce calcul tranquillement, étape par étape, de votre côté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer par mail. Voilà, bon courage!